Au collège, j'ai été harcelée comme plein d'autres gamins, justement parce que j'étais comme je suis, donc avec les cheveux colorés. Je montrais beaucoup ce que je faisais justement déjà, j'étais déjà hyper passionnée. J'étais pas bien mentalement, mais artistiquement en fait, je faisais plein de trucs, donc ça m'a un petit peu justement sauvée, parce que du coup j'ai trouvé un but dans ma vie en fait. C'est bon d'être indépendant. Dans ce nouvel épisode d'Indépendant, je reçois Yasmine, aussi connue sous le nom d'Azur Mermaid. Après une dépression de plusieurs années qui a commencé à son adolescence, elle a trouvé un refuge dans l'art et un exutoire dans la créativité. On parle d'art, de dépression, de militantisme, de business, de liberté. Bonne interview. Salut Yasmine. Salut. Comment ça va ? Ça va, merci beaucoup d'être venu chez moi et de m'avoir donné cette opportunité, c'est super cool. Merci à toi d'avoir accepté, c'est très cool. Je pense que de tous les invités que j'ai eus, tu es celle qui a vraiment le domaine artistique le plus varié, parce que tu fais énormément de choses, on va en parler tout à l'heure. Je remercie Anne-Charlotte, Charlie, qui m'a redirigé vers toi, je pense qu'on peut remercier. D'ailleurs. Très très cool. On a parlé, en fait, pour être tout à fait franc, on a parlé énormément avant. Il y a beaucoup de choses à dire, déjà parce que c'est très intéressant. Et même personnellement, je ne connais pas du tout. Enfin, j'ai un petit pied dans le milieu, mais toi, comme tu as beaucoup d'expérience, on a déjà parlé de plein de trucs. Donc, je te propose déjà qu'on parle de la chose la plus formelle, qui est ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler ? Ça marche. Déjà, je m'appelle Yasmine, j'ai 21 ans. Et je fais de l'art, surtout... du maquillage notamment et des effets spéciaux. Et en fait, j'ai toujours été un peu là-dedans depuis toute petite. J'ai toujours fait du dessin, de la peinture. J'ai un peu j'ai toujours été là-dedans du coup. Et en fait, c'est plus tard, surtout en m'intéressant à d'autres artistes, un peu en m'intéressant aussi au cinéma, à Tim Burton, ou en devenant fan de Lady Gaga aussi, que j'ai découvert en fait cette dimension du maquillage aussi, qui au final reste un peu du dessin et de la peinture sur visage, sur corps. Et en fait, j'ai un peu découvert ça en grandissant. Donc, c'est surtout vers mes 14 ans, en fait, où j'ai un peu développé cette activité, où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser de plus en plus à ça. Et depuis, j'avais jamais lâché l'idée de faire une formation pour justement devenir maquilleuse professionnelle. Approfondir vraiment. Voilà, vraiment approfondir mes connaissances, parce que du coup, j'ai fait quand même du maquillage de mes 14 à 19 ans avant de faire une école. Et j'ai aussi maquillé des gens. Je me suis aussi beaucoup maquillée pour apprendre. Et oui, du coup, j'ai toujours voulu faire cette formation. J'ai jamais perdu l'idée de faire ça. Donc, en fait, j'ai fait mon bac. Je suis allée jusqu'au bout. Et ensuite, je me suis inscrite dans une école et j'ai fait 2 ans. Une année de maquillage et une année d'effets spéciaux que je viens de finir là en juillet. Ah, c'est tout récent alors. Oui, voilà. Donc, t'es diplômée ? Oui, j'ai 2 diplômes du coup. Félicitations alors. Merci. Du coup, oui, j'ai 2 diplômes, mais en fait, je me suis mis à mon compte en micro-entreprise et j'ai fait ça en fait à la fin de l'année. En fait, j'avais pas encore fini les cours, il restait genre 1 mois et demi de cours. Et en fait, comme j'avais déjà des clients en même temps oui, t'as pas perdu de temps, quoi. Voilà, je me suis dit, il faut tout de suite le faire, même si avec la période du Covid, je pense qu'on va peut-être en parler, mais avec la période du Covid, c'est vrai que ça a un petit peu tué l'activité des artistes, mais je me suis dit, il faut quand même le faire, parce que voilà, je commence quand même à avoir une activité, donc il faut quand même commencer à déclarer ce que je fais, et voilà. Ok. Donc, du coup, on sait que c'est quelque chose qui te passionne depuis plusieurs années maintenant, puisque tu as 21 ans, et tu nous as dit que ça a commencé aux alentours de 14 vraiment, quoi. Oui. Ok. Tu as fait une école, et du coup, tu as quand même, avant de faire cette école, et même encore maintenant, après avoir fait cette école, tu continues d'apprendre par toi-même, de tester, etc. Donc, tu as une dimension autodidacte aussi. Oui. Quel est ton processus créatif ? Alors, ça va dépendre. En fait, j'ai 2 façons de travailler. Il y a quand je travaille pour quelqu'un, donc pour une production, pour un tournage, pour des clients, pour des particuliers. Là, en fait, je vais surtout répondre à la demande. Donc, il y aura peut-être un petit processus créatif où je vais peut-être devoir quand même réfléchir artistiquement, y apporter quelque chose. Mais je vais surtout répondre à ce qu'on me demande de faire. Je vais surtout essayer de satisfaire mon client. Et puis, il y a aussi la deuxième phase où là, je vais plus créer des choses. Souvent, c'est des choses que je vais plus créer pour moi
Et parfois, j'ai de la chance parce qu'il y a des choses que je crée que j'arrive aussi à vendre par la suite. Donc ça, c'est super cool. Mais du coup, là, dans ces cas-là, souvent, c'est une idée qui me vient un peu en tête comme ça. J'ai souvent plein d'idées en même temps et je fais plein de projets en même temps. Donc c'est vrai qu'en ce moment, surtout dans cette période-là, au niveau de la créativité, je suis un petit peu en ébullition. Ouais. Mais du coup, ouais, ça vient comme ça, voilà, comme ça dans ma tête. Et en fait, après, je vais faire plein de recherches. Je vais m'intéresser au sujet. Si, par exemple, je me suis intéressée à quelque chose qui peut se relier à, je sais pas, de l'histoire, de l'art, qui n'est pas forcément du maquillage ou des effets spéciaux, en fait, je vais m'intéresser à la période historique, ce qui a déjà été fait, ce qui n'a pas été fait. Je vais regarder des images, je vais lire, je vais regarder. Comment est-ce que tu te documentes sur tout ça, justement? Bah, je regarde beaucoup de documentaires. Enfin, il y a beaucoup de choses que je base aussi sur tout ce qui est historique. Par exemple, enfin, j'adore tout ce qui est rococo, période de Louis XIV, C'est tout vrai ça. Oui, j'adore. C'est marrant, ça. Du coup, ouais, il y a beaucoup de... Enfin, j'ai fumé genre quasiment tous les secrets d'histoire, ce genre de trucs. Il y a des fois, en fait, vraiment, je me perds sur YouTube et je regarde vraiment des documentaires, voilà. Et puis, c'est souvent voilà, des documentaires, des recherches d'images aussi par la suite. Je vais regarder qui y avait comme artiste à cette époque, en fait. Je vais vraiment m'enseigner là-dessus. Et puis, je vais aussi regarder un petit peu les couleurs, les textures. Je vais essayer de faire des tableaux où je vais ranger plein de trucs qui se répètent. Donc, je vais me rendre compte, tiens, il y a beaucoup de doré, il y a beaucoup de moulures ou, je sais pas, beaucoup de fleurs, de cheveux avec des pièces montées, ce genre de choses. Et en fait, je vais voir qu'est-ce qui est répétitif, qu'est-ce qui se voit souvent. Et en fait, tu déconstruis les œuvres pour en retirer les différents éléments. Voilà, c'est ça. Vraiment des études de cas, en fait, finalement. C'est un peu ça, oui. Qu'est-ce qui marche pas, quels éléments on retrouve à chaque fois, ok, c'est très, très intéressant. Quand on développe tout ça, quand on s'intéresse à autant de choses, comment on fait? Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression de se noyer dans tout ce qui existe? Alors, c'est vrai qu'il y a des fois où, en fait, j'arrive pas à dormir tellement j'ai trop d'idées en tête. Bah là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, en fait. Là, ces derniers temps, j'ai sorti beaucoup de nouveaux projets. J'ai fait plein de nouveaux trucs. Et là, j'ai encore plein de nouveaux trucs qui arrivent. Et c'est vrai que, il y a des fois où je me dis, waouh, il faut trop que je fasse ça. Et après, je me dis, bon, bah, je vais le faire demain. Je le note, comme ça, j'oublie pas. Tiens, j'ai 2-3 références dans la tête. Je vais les noter. Je vais prendre 2-3 captures d'écran de photos, de choses que j'ai vues. Tiens, je me dis, je peux regarder tel documentaire. Je peux regarder tel truc qui peut... Voilà, je regarderai ça, je remets ça à demain, vu que souvent les idées, elles arrivent le soir, très tard la nuit. Comme par hasard. Voilà. Et au final, bah, j'arrive pas à dormir parce que je suis trop enthousiaste, en fait. Enfin, en fait, il y a des gens, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils vont mal. Bon, c'est aussi mon cas parfois, comme tout le monde. Mais il y a des fois où moi, j'arrive pas à dormir tellement j'ai trop hâte. C'est là qu'on reconnaît la vraie passion qui te prend au cœur et tu sais que tu dois dormir parce que c'est important physiologiquement. Oui. Et en même temps, tu dis, ouais, mais je pourrais faire ceci. C'est ça. Ouais, je comprends tout à fait. Comment tu fais? Parce que tu fais énormément de trucs différents. On va en parler. Tu sais quoi, on va prendre un petit peu les choses dans l'ordre. Ouais, même moi, je suis un peu noyé, juste par rapport à la question dont on parlait avant. Je suis un peu noyé dans un petit peu tout ce que tu fais, tout ce que tu crées. Alors, t'approfondis pas tout. Il y a vraiment des choses sur lesquelles tu te concentres, mais tu testes aussi pas mal de trucs. Ouais. T'as aussi été membre d'un groupe de métal. Oui, tout à fait. En tant que frontwoman. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Parce que c'est une dimension créatrice, oui, bien sûr, dont on parle assez peu finalement. Oui, bien sûr. Bah, en fait, j'ai fait le conservatoire quand j'étais petite parce que pour mon père, la musique, c'était très, très important. Rien que d'un point de vue culturel, en fait. Pour lui, c'était important à ce niveau-là de s'intéresser à la musique. Donc, j'ai fait le conservatoire de mes 6 à 12 ans. Donc, j'ai passé en fait l'examen de 2e cycle, j'ai été acceptée. Mais au final, j'ai pas continué parce que c'est vrai que c'était énormément d'heures de travail. Le conservatoire, c'est très, très strict. Donc, j'ai fait de la chorale, du solfège et j'ai fait de la flûte traversière, que j'ai abandonné aussi. Je m'excuse auprès d'elle, au passage. C'est vrai. Oui. Mais du coup, en fait, j'ai toujours aimé chanter. Et en fait, j'avais un peu cette idée, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être une grande star, vraiment faire de la chanson et être une diva. J'ai toujours été hyper fan de Lady Gaga. D'où peut-être justement ton appréciation particulière pour Lady Gaga et l'univers qu'il y a autour. J'ai toujours aimé aussi un peu les Rita Mitsuko et puis tout ce qui était un peu autour des... C'est marrant, c'est une autre influence, ça. Ouais, mais aussi un petit peu au niveau des visuels, de la musique et tout. C'est un petit peu
petit peu excentrique comme ça. Ouais. J'aime bien. Même artistiquement, c'est intéressant. Et puis aussi, j'ai toujours aimé l'univers des comédies musicales. Donc un petit peu Les Demoiselles de Rochefort, c'est mon film préféré. Enfin, tout ce qui se rajoutait un peu à la musique. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je me suis intéressée au cinéma par la suite, parce que de base, moi, je suis plus musique que Ah oui, cinéma. t'es rentré dans l'univers du cinémat par la musique. Oui, Ok, cool. voilà. Mais C'est du coup, très, très unique comme façon de oui, rentrer c'est vrai. dans un art visuel par le son, c'est intéressant. C'est ça. Mais du coup, ouais, j'ai surtout... Enfin, j'ai toujours aimé la musique, du coup, mais j'ai arrêté le conservatoire. Et puis par la suite, bah, je me suis un petit peu intéressée au métal, en fait. J'ai vraiment commencé à aimer ça, à beaucoup écouter ça en plus. Bon, j'écoute de tout, Mhm. mais c'est vrai que je me suis pas mal retrouvée là-dedans. Et puis j'ai voulu apprendre... en fait, j'ai découvert Arch Enemy, et je me suis dit... bah, en fait, j'ai envie d'être aussi badass que Angela Gosso. Elle est beaucoup trop stylée. Et bah, je voulais vraiment faire ça. Et au début, bah, quand j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à apprendre toute seule. Donc pareil, c'était un peu la même période que le maquillage. Donc j'ai commencé à apprendre, j'avais 14 ans, un truc comme ça. Mhm. Et en fait, je faisais n'importe quoi avec ma voix. Hein. Clairement, c'était C'est pas... c'est peut-être l'instrument le plus dur, je trouve. Oui, c'est très difficile. C'est mais... très dur, hein, la voix. Alors, c'est assez intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'avant, on parlait de ton appréciation de l'univers de Tim Burton et des Ouais. films de cette esthétique. Beaucoup Et de musique dans les films de Tim Burton aussi. aussi, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai que c'est réputé pour ça aussi. Mm. Là, tu viens de dire que du coup, tu es un petit peu rentré en grande partie dans la musique par ce côté pop star Lady Gaga. Ouais. Puis, tu as eu ce groupe dans le métal, etc. Donc, à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que tu approfondis un domaine Ouais. parce que tu trouves toujours une sorte d'étoile, un modèle dans ce domaine et tu dis waouh, ça me donne envie, ça me motive, etc. Oui, et c'est beaucoup des figures féminines d'ailleurs. Parce que c'est vrai que, il y a beaucoup de femmes très fortes dans un peu tous les milieux artistiques, mais c'est sûr que c'est souvent des milieux qui sont beaucoup plus masculins. Mhm. Et c'est vrai que quand j'ai vu, parce que j'ai écouté beaucoup de métal avant, et j'avais quasiment jamais entendu des femmes en faire. Et quand j'ai découvert Arch Enemy, j'étais là en mode waouh, genre du coup je peux aussi le faire, parce que du coup je chantais de tout, Mhm. vu que j'ai fait le conservatoire, mais je pouvais pas faire ça, quoi. Mhm. Du coup j'étais vraiment en admiration. Puis un jour je me suis dit, bah vas-y, je vais carrément apprendre. Et du coup, bah, au début, j'ai un peu fait n'importe quoi. Puis oui, c'est vrai, j'ai vraiment fait un peu n'importe quoi. Et en fait, j'ai appris avec l'aide de quelqu'un, justement. J'ai rencontré un ami qui, lui, était aussi chanteur dans un groupe de métal, mais lui, il faisait plus du grind, en fait. Donc, c'était beaucoup plus violent et tout. Ouais. Et en fait, il m'a un peu pris sous son aile, en fait. Et puis, il m'a appris. Donc, il m'a coaché pendant genre 1 an. De temps en temps, il passait à la maison comme ça. Il restait manger. Il m'apprenait. Et puis voilà. Donc en fait, j'ai l'impression que tu suis un petit peu pas les tendances, mais plus les courants. C'est-à-dire que ça soit une personne ou un domaine précis, artistique, quand ça te passionne, tu lâches plus le truc et tu dis, OK, ça, j'ai envie d'approfondir, il faut que j'y aille, quoi. Bah, c'est ça, en fait, j'aime beaucoup apprendre. C'est pour ça que pour moi, je suis vraiment pas encore complètement accomplie artistiquement, parce que je pense qu'il y a encore plein de trucs La question, à apprendre. quand on est artiste, c'est est-ce qu'on peut s'accomplir un jour en tant qu'artiste? Je suis pas sûre. Je pense que c'est Je une sais course pas. qui est sans fin, en vrai. Tant que je serai pas au niveau de quelqu'un d'aussi emblématique que les personnes que j'ai pu citer avant, c'est sûr que je peux pas. Et je pense que même ces personnes-là sont encore très passionnées, elles ont encore plein de choses On n'a jamais fini aussi. d'apprendre, finalement. C'est Donc, ça. Mais dans tous les domaines aussi, je pense, Tout à fait. pas que dans l'art. Tout à fait. Même dans la vie en général, il y a tellement de trucs à voir, à comprendre, à réfléchir et tout. Enfin, c'est assez dingue. Là, on a un petit peu d'objets que tu as fait, enfin des objets, des œuvres que tu as faites. On a un cerveau. Oui. Alors, c'est intéressant parce que, comme je te le disais, quand je l'ai vu sur Instagram, quand tu l'as posté, je me suis dit, c'est immonde. Oui. Mais dans le sens où c'est tellement réaliste que c'est un peu dégueu, quoi. Mais c'est le but. C'est un peu l'effet. Exactement, c'est le but. L'effet recherché, oui. Donc, par exemple, pour une pièce comme ça, on parlera un petit peu de ce qu'il y a d'autre à côté. Comment est-ce que tu fais de la veille? Parce qu'avant, tu as dit que tu te documentais beaucoup. Et par exemple, pour une pièce comme ça, comment ça se passe? Alors là, c'était pas forcément une recherche hyper artistique du côté du cerveau. J'ai plus voulu faire quelque chose de technique. Voilà. Donc là, c'est surtout par rapport à mon métier dans les effets spéciaux. Je sais que c'est des choses qui peuvent m'être demandées. Du coup, j'essaye de temps en temps de bosser sur des trucs assez crédibles, assez réalistes, parce que c'est toujours intéressant, voilà, d'avoir dans son book une image qui va pouvoir interpeller quelqu'un qui peut te recruter pour un boulot dans les effets spéciaux. Tout à fait. Du coup, là, pour le cerveau,
en fait, j'ai fait des recherches d'images de vrais cerveaux, en fait. Donc, c'est toujours un petit peu la partie délicate quand on fait des effets spéciaux et qu'on doit faire du réalisme et des trucs un peu gore. Bon, on n'est pas forcément toujours obligé de regarder des trucs réalistes, hein, parce qu'il y a aussi des très, très bons maquillages qui font très, très vrai. Et donc, ça, je sais que... s'inspirer comme référence, ouais. Bien sûr, mais j'ai un de mes profs qui m'a toujours dit ça, d'ailleurs, un de mes profs d'effets spéciaux qui m'a toujours dit si c'est trop dur pour vous de regarder des vraies images, il y a de très bonnes images de référence dans certains films et tout. Mais moi, comme mon père travaille dans la médecine, du coup, c'est vrai que il faut y aller pour me dégoûter, du coup, vu que je suis un petit peu habituée. Et du coup, j'ai fait des recherches un peu... Il te montre des photos crades à table à chaque fois. Alors pas à table, mais c'est vrai que je lui demande souvent, en fait... Ah, c'est vrai, vraiment ? Ouais, quand j'ai besoin... là, il y a pas longtemps, justement, je lui ai demandé un coup de main parce qu'en fait, là, j'ai bien envie de faire des prothèses, en fait, de suture. Et du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu serais d'accord de me ramener du fil et de quoi, en fait, faire une suture. Comme ça, tu me montres comment suturer une plaie sur une prothèse. Et du coup, voilà. Okay. Et des fois, même, il m'envoie des images qu'il a le droit de m'envoyer, vu qu'il les utilise pour les cours aussi, vu qu'il enseigne aussi. D'accord. Et du coup, je lui demande s'il peut me donner des images, du coup, en fonction de ce que je recherche, s'il peut m'aider aussi à ce niveau-là. Ok, c'est très intéressant. Là, il y a déjà pas mal de choses. À chaque fois, il y a 1 milliard de points. Je vais faire un effort et ne pas me disperser. Première chose, c'est avant, tu as dit que c'est pas un travail qui est forcément artistique, c'est très technique, mais que tu es au courant que parfois, il faut laisser son côté artistique de côté pour être dans l'exécution. Oui. Par exemple, dans la réalisation de films, c'est ce qu'on appelle être un réalisateur de commande, les fameux Yes Men d'Hollywood. Ça, c'est très intéressant et j'aimerais qu'on appuie ce point parce que dans tout ce qui est domaine artistique, la plupart du temps, ce qui peut bloquer un artiste dans son succès, que ce soit son succès commercial, son succès d'estime, peu importe, c'est l'ego de l'artiste. Oui. Quand on est un artiste, on a forcément un ego qui est généralement plus élevé que le reste de la population parce que c'est vrai que le fait de dire « j'ai créé un truc et il mérite d'être montré aux yeux de tous », c'est très important. Et la plupart des artistes, malheureusement, tombent dans ce dont on parlait en off, ce syndrome de l'artiste maudit qui est « oh là là, personne ne comprend mon art, je suis un génie, machin, etc. » Et ce que j'aime bien dans ton travail et dont tu as parlé là, c'est que tu es au courant que parfois, il faut savoir mettre son ego de côté parce qu'il faut travailler. Oui, tout à fait. J'ai besoin de manger, en fait, comme plein de gens. Mais c'est vrai que là, à ce niveau-là... j'y ai pensé, déjà, je me suis aussi éclatée dans le sens où, en fait, on est dans la période d'Halloween actuellement. Et en fait, j'aime bien aussi, de temps en temps, adapter mon travail en fonction des périodes. Saisons, tout ça. Voilà, parce que je sais que du coup, ça va se vendre. Mais en plus, moi, ça me fait super plaisir parce que j'adore Halloween, en fait, aussi. Mais c'est vrai que là, c'est encore différent dans le métier du maquillage et des effets spéciaux parce qu'on nous l'a dit... Je sais pas combien de milliards de fois en école, du coup. Mais en fait, le maquilleur, on a un statut de technicien et pas d'artiste, même si moi, je pense qu'on est un peu des deux. Tout à fait. Mais on est des techniciens, donc on doit savoir faire des trucs qui sont techniquement bons, on doit pouvoir répondre à la demande. Et aussi, on nous a toujours dit, et ça, c'est la vérité, je m'en suis rendu compte, justement, c'est un peu là où ça a été difficile pour moi qui voulais être chanteuse aussi. Du coup, c'est pas du tout le même côté de la scène. Le maquilleur, personne ne sait qui il est. Il a beau avoir bossé sur un film hyper connu. Les gens de l'ombre. Hein. En fait, c'est un métier de l'ombre qui est très, très cool. Et c'est aussi, on va dire, c'est aussi cool dans un sens où les maquilleurs, justement, comme ils sont pas forcément très, très connus, ils restent assez humbles et ils sont assez facilement accessibles. Donc, je sais que moi, par exemple, en tant qu'étudiante avant, j'ai pu démarcher des maquilleurs qui ont bossé sur des trucs de fou. Je leur ai écrit pour leur poser des questions et puis ils m'ont répondu. Récemment, tu m'avais dit un maquilleur de dark. Une maquilleuse de dark. Une maquilleuse de dark. Tout à fait. Je lui ai écrit il y a, 2 mois. Et en fait, j'étais fascinée par le maquillage de Jonas, le plus vieux. Et je lui ai dit, en fait, j'ai cherché partout, parce que ça m'a vraiment énervée. J'ai cherché partout sur les réseaux, sur Internet et tout. J'ai essayé de trouver le nom de la personne qui a sculpté les prothèses. Et j'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis dit, comme je la suis... je sais pas, on va tenter. Ça se trouve, elle va pas répondre, elle s'en fout, on n'en sait rien. Et je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà... j'adore ce que vous faites sur Dark, vous êtes tous vraiment fous et tout. Vraiment, c'est du super saf. Ouais. Mais en fait, j'essaie vraiment de trouver qui a fait ça. Et en fait, j'arrive pas à trouver qui est la personne qui a sculpté
les prothèses de Jonas. Mhm. Et elle m'a dit, c'est super gentil et tout, pas de souci. Et puis elle m'a donné en fait le nom du gars. Et du coup, je l'ai suivi direct sur Insta. J'ai regardé son taf, c'était incroyable. Mais ouais, elle m'a répondu le jour d'après, quoi. Super sympa. Mais encore une fois, là, c'est quelque chose qu'on peut appuyer, et tu l'as très bien dit avant, c'est-à-dire autant essayer, en fait. Oui. On ne Carrément. perd rien à tenter. Ça se trouve, elle n'aurait pas répondu, point Oui. final, en fait. Et récemment, c'est un truc dont j'aimerais aussi parler sur la chaîne. Il y aura une vidéo là-dessus. J'ai vu une série sur Netflix qui s'appelle Geri Haji. C'est une série avec en gros des Yakuza c'est une guerre de Yakuza qui est entre Londres et Tokyo. C'est super bien fait. En termes de réalisation et d'acting, masterclass. L'épisode 4 est complètement fou. L'épisode 8 est complètement fou. Donc c'est trop bien. Et justement, j'ai trouvé une des actrices dedans sur Instagram et j'ai vraiment apprécié son acting, le personnage qu'elle jouait, etc. Donc je lui ai juste envoyé un message avec 2-3 questions que j'avais par rapport à la série et elle m'a répondu. Alors que ce sont des gens qui sont, comme tu l'as dit, qui sont très demandés et qui ont... Là, en l'occurrence, elle n'est pas vraiment dans l'ombre, hein, puisque c'est son métier. Mais encore une fois, le simple fait de demander, d'essayer, ça peut changer beaucoup de choses parce que ça se trouve, elle va te rediriger vers pourquoi pas même du travail dans le meilleur des cas et tout. Donc autant essayer. Il faut essayer, oui. Et il y a plein de façons de démarcher les gens, que ce soit des partenaires commerciaux ou alors des modèles, etc. Je ferai une vidéo sur ça, sur le fait comment démarcher quelqu'un. Il y a plein de techniques à faire. On ne parle pas de manipulation, mais simplement s'intéresser vraiment au travail de la personne, apporter de la valeur et se montrer bienveillant, tout simplement. Il y a autre chose dont je voulais parler qui était encore dans cette veine-là. Donc, on a parlé du fait de mettre son ego de côté, tout ce qui est artiste maudit, etc. Tu as parlé du fait que c'est un métier de l'ombre. Oui. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. J'imagine quand même que les grands de ce milieu sont des gens qui, dans ce milieu, sont très connus, je pense. Oui, bien sûr, oui. Mais en fait, je pense que c'est plus entre personnes qui s'intéressent à ce milieu, on va donner de la force à ces personnes et du coup, par la suite, ces personnes vont être connues. Mais c'est pas... Enfin, je pense que voilà, les gens qui s'intéressent aux maquilleurs et aux techniciens, aux gens qui sont derrière, c'est des gens qui sont de base dans le milieu ou qui s'intéressent à ça. Ou sinon, c'est les gens qui sont hyper fans des films et qui là s'intéressent carrément à ce qu'il y a derrière. Ils regardent les backstage, les making-of et ce genre de trucs. Et là, c'est les gens, ils sont hyper fans. Enfin, ils regardent, ils veulent savoir qui a fait ça et tout. Super intéressant. Tout ce qui est behind the scene et tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça donne une autre dimension au projet. Tout à fait. C'est fou. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Alors, je me vois faire plein de trucs, autant des choses simples que des choses de fou, mais voilà, en fait, je suis pas sûre que je vais arriver à faire mes plus grands rêves, mais je m'autorise à rêver maintenant. Genre, je me dis, voilà, ça se trouve, on sait pas, on verra bien. Mais déjà, le truc simple que j'aimerais bien faire, c'est exposer dans une galerie d'art. J'aimerais bien faire ça. C'est tout simple, mais ça pourrait être carrément cool. J'aimerais bien bosser sur une grosse série ou un gros film à succès, quelque chose qui marche bien. Juste parce que moi, j'adore déjà regarder ce genre de trucs. Du coup, c'est vrai que j'aimerais vraiment faire partie d'une équipe comme ça. Et... Faire partie de l'aventure, en fait. Carrément. Genre, je suis très, très fan, par exemple, de la série Vikings. Et les maquillages sont carrément fous. Ce genre de série, moi, j'adorerais bosser là-dessus, quoi. C'est vrai ? Ouais. Et ouais, même bosser... En fait, je me vois vraiment faire du maquillage, bosser même sur des petits projets, des clips, des petits courts-métrages, ce genre de trucs. Mais je me vois aussi bien faire des trucs artistiques qui s'éloignent un petit peu, donc plus de sculpture. Donc voilà, moi, j'aimerais bien faire un peu des deux, le côté un peu technicienne et artiste. D'ailleurs, pour finir la boucle à ce niveau-là, tu disais que et c'est tout à fait vrai, on a tendance à voir les maquilleurs juste comme des techniciens. Ce sont aussi des artistes, mais en fait, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont totalement intégré les deux, en fait, et qui arrivent à faire cohabiter autant le technicien que l'artiste, et qui sont des gens qui sont doués, qui s'améliorent et qui arrivent à vendre leur travail, tout simplement. À mon avis, c'est comme ça que ça marche dans tous les autres domaines artistiques, donc j'imagine que le maquillage ne déroge pas à la règle. Je pense que ça dépend de quel milieu. Parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué avec le maquillage, c'est qu'il y a plein de milieux. Donc, on peut être maquilleur dans le théâtre, dans l'opéra, dans le cinéma. On peut faire des shootings photos, des choses beaucoup plus artistiques. Donc,
il y a des gens qui vont réussir dans des milieux qui sont totalement différents. Et c'est aussi pour ça, je pense que je m'ennuie pas dans mon métier, parce que je peux changer de milieu tout le temps. En fait, là, c'est pour ça qu'en fait, on avait dû un peu s'organiser pour l'interview. Là, sur les 3 derniers jours, j'ai fait 3 shootings photos, donc des trucs assez simples, mais ça n'a rien à voir avec les effets spéciaux, mais c'est génial aussi de bosser avec une équipe. C'est une autre expérience finalement. Oui, voilà. Enfin, là, je suis un peu plus. Je suis un petit peu la directive artistique de la photographe, du coup, qui a son idée. Moi, j'essaye de lui donner ce qu'elle veut, et à la fois, en fait, le projet me plaît, donc j'essaye de conseiller. Je l'assiste aussi parfois, vu que des fois, Mathilde a un peu besoin de moi. Rien que hier, on a dû déposer des pommes partout par terre. Et du coup, on a dû les mettre autour de la modèle qui s'était mise par terre. Et en fait, on voulait faire un joli truc. Donc, je l'ai un peu aidée pour faire vite parce qu'il faisait froid. Et la modèle, elle s'est gelée en robe dans la montagne. Donc, mais voilà. ça, c'est trop bien parce qu'en plus, non seulement ça fait une super anecdote, oui. mais en plus, c'est typique vraiment de l'artisanat des projets faits avec des amis ou en petit comité, l'indépendance totale. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien parce que c'est là qu'on voit les gens qui en veulent et qui n'hésitent pas à sortir de leur zone d'expertise pour mettre la main à la pâte et se dire tout le monde va y gagner, quoi. Rien qu'au mois de juin, j'ai bossé sur mon premier tournage rémunéré où en fait j'ai bossé pour un groupe de métal où je leur ai fait les effets spéciaux. C'était un scénario hyper gore, c'était super drôle d'ailleurs. C'était pour un clip ? Ouais, c'était pour un clip qui n'est pas encore sorti, du coup je ne vais pas trop approfondir pour pas spoiler leur travail. Est-ce que tu sais quand ça sortirait ? Je suis pas sûre parce qu'en fait je pense qu'ils ont décalé en fait la sortie de leur album à cause du corona, parce que du coup justement ils devaient faire une tournée par rapport à ça, ils ont dû tout décaler, donc je pense qu'ils vont décaler la sortie du clip. Mais du coup c'est vrai que du coup on a bossé avec le caméraman qui vient aussi d'ici et la personne qui bosse avec lui, Amélie, qui elle fait plus le vidéo editing, en fait elle fait plus le montage, tout ça, mais elle était aussi là en fait pour aussi un petit peu diriger le projet et tout, et en fait là en fait on avait besoin de doublure en fait, vu qu'il y avait un peu un scénario hyper compliqué où il y avait des doubles de soi-même et ce genre de trucs. D'accord. Et moi j'ai dû faire la doublure en fait pour la chanteuse, et c'était super drôle. Je devais pas du tout faire ça de base, mais du coup j'ai fini par jouer dans le clip carrément, à lui attraper les jambes à travers une fenêtre pour essayer de s'échapper. C'était super drôle. Mais oui, du coup, tu te retrouves à faire des trucs parfois rien à voir, mais c'est super cool. Bah ouais, c'est cool. Et puis même, comme dit, plus tu t'investis dans le projet, plus ça montre que t'en veux et que t'es là pour travailler et pas pour regarder et comment dire, ne rien faire, te tourner les pouces, quoi. Bon, on a déjà abordé beaucoup de sujets. Oui. Il y a un sujet qu'on m'a demandé, c'est Anne-Charlotte. Je lui ai laissé la possibilité de poser quelques questions puisque c'est elle qui t'a recommandé. Elle veut absolument, et elle a raison d'ailleurs, qu'on attaque le sujet de la précarité dans le milieu artistique. Comme dit, je suis réalisateur, monteur, motion designer, ce qui est des domaines artistiques assez éloignés de ce que tu fais, sauf évidemment la réalisation, puisque ça fait partie du processus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une précarité là-dedans, et j'aimerais qu'on discute ensemble de ce sujet-là, de comment toi tu vois ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette précarité dans le maquillage ? Alors, le problème, c'est qu'on est beaucoup. Donc, il y a beaucoup de concurrence. C'est difficile de se faire un nom quand il y a beaucoup de monde. Surtout là, à Strasbourg, il y a 2 écoles de maquillage. Donc, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont avoir tendance à engager des gens sans les payer. Et du coup, les personnes payées, ça peut les décrédibiliser, en fait, les professionnels aussi dans ces cas-là. Et puis, c'est sûr que là, avec la période Covid, c'est encore pire. Parce que c'est sûr que se payer du maquillage, c'est un luxe. En fait, t'en as pas besoin nécessairement pour vivre, même si encore à ce niveau-là, je suis pas totalement d'accord. Je pense que l'art en général, je pense pendant la période du confinement, si on n'avait pas la musique ou Netflix, en fait, on serait tous en dépression, je pense. Ce serait bien ennuyé, on va pas se mentir. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas un truc nécessaire à la survie plutôt que la vie, on va dire. Et du coup, là, les gens, avec un petit peu la crise financière qui est arrivée avec le confinement, les gens, ils ont du mal à s'offrir des plaisirs, en fait. Et du coup, nous, les gens qui travaillent plus dans les milieux artistiques, on est moins demandés. Et parce que les gens ne peuvent pas, en fait, toujours se permettre de s'offrir ce qu'on fait aussi. C'est vrai. La solution que j'aurais à ça, elle rebondirait sur ce que
dont tu as déjà parlé avant, c'est-à-dire faire de la commande, Oui. faire de l'exécution. Et quand le marché se porte mieux, là, on peut se faire plaisir, on peut partir dans des trucs plus créatifs, etc. Oui. Mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, il faut manger. Oui. Et c'est bien beau de faire, par exemple, si tu étais quelqu'un qui faisait 1 milliard de cerveaux en prothèse, mais que tu n'étais jamais payé, en soi, ça ne servira à rien. Parce que Bah oui. Surtout que le cerveau, là, à la fabrication, c'est du silicone. Donc, en termes de matos, rien que là, pour le cerveau, il y a au moins 300 € de matos, quoi. Tout ça, là? Ouais, rien que pour le cerveau. Donc ça, c'est un truc, je le vends 500 € au minimum. Je vais repartir avec, je pense. Non, mais c'est fou, tu vois. Je ne savais pas que ça coûtait aussi cher, par exemple. Bah, c'est pour ça, en fait, quand je gagne de l'argent avec ce que je fais, je le réinvestis. Bah, pour l'instant, de toute façon, je peux pas vivre de ce que je fais. Je viens de commencer avec la période Covid. En plus, je commence dans une période hyper compliquée. Heureusement, bah, je vis chez mes parents. Mes parents, ils me soutiennent à fond parce que eux aussi, ils ont une sensibilité artistique, donc ils comprennent. Mais du coup, c'est vrai que voilà, j'essaie quand même de gagner de l'argent pour pouvoir un jour partir. Et puis même... Être indépendante financièrement, oui, voilà, etc. Tout à fait. Bah, c'est ce qui rejoint l'image de la femme forte dont tu parlais déjà avant, c'est-à-dire indépendante, qui sait où elle va, qui a des désirs, des ambitions et qui s'écoute tout simplement. Et je te rejoins tout à fait là-dedans. C'est très important de soi-même travailler et se sortir de notre condition parce qu'au final, ça dépend en très grande partie de nous. On peut continuer à parler de ça. On parlait un petit peu d'argent. Oui. T'arrives pas encore exactement à en vivre. C'est quoi ton business model à l'heure actuelle? Comment est-ce que tu crées un revenu par rapport à ton art? Alors, ça va dépendre un peu des périodes. Souvent, j'essaye de faire des choses qui fonctionnent avec les fêtes ou ce genre de choses. Bah là, on est dans la période d'Halloween. Donc, j'ai essayé de créer pas mal de trucs qui se vendent facilement. Donc, j'ai fait des figurines de citrouille. C'est très bien pensé, hein, d'ailleurs. Merci. Non, ouais, c'est... Petite astuce pour les artistes. Par rapport aux tendances, c'est vraiment une bonne idée. Ouais, bah, j'essaye de me mettre là-dedans un peu. En plus, c'est une période que j'adore, donc ça, c'est génial. Donc, j'ai fait les figurines de citrouille, j'ai fait des champignons, vu que c'est l'automne. Là, j'ai fait le cerveau. Bon, je suis pas sûre que je vais réussir à le vendre parce que c'est quelque chose qui coûte très cher, mais au moins, ça, c'était mon projet plaisir du mois. Il y a le masque, là, d'Alien. D'Alien, ça peut passer dans Halloween, donc je me suis dit, autant sortir les photos à ce moment-là, même si ça fait depuis le mois de juillet que je bosse sur ce masque. Voilà, on peut le faire à la période d'Halloween. Là, justement, je suis en train de bosser sur des yeux. Ah oui? Des broches en forme d'œil réalistes, là. Donc, j'essaie de faire un peu des trucs comme ça, là. Et puis aussi, j'ai préparé plein de prothèses. Je me suis dit, voilà, si ça se trouve, il y a peut-être des gens qui voudront se maquiller eux-mêmes. Donc, ils voudront acheter des prothèses pour les maquiller. Et puis, il y a aussi, là, avec une de mes amies, Harmonia Photographie, du coup, on s'est associés, en fait, pour proposer des séances photos à thème sur Halloween. Donc, du coup, elle fournit un nombre de photos et moi, je fais le maquillage. On accompagne la personne sur le lieu du shooting. Je refais les retouches s'il y a besoin. Et puis, voilà, on se met en quatre pour faire des jolis thèmes. Là, il y a 2 jours, on a fait une séance cliente sur le thème d'Halloween, du coup, avec une citrouille. Donc, on a taillé la citrouille nous-mêmes. Bon, il y a mon père qui nous a un peu aidés. Lui, du coup, il voulait faire un peu attention, pas qu'on utilise n'importe quoi et tout, vu que c'était la première fois qu'on taillait des citrouilles aussi. Mais du coup, voilà, on a taillé la citrouille. Ouais, franchement, c'est pas si simple que ça. Du coup, nous, on l'a fait au marteau et au tournevis plat pour éviter, parce que mon père, il m'a dit, voilà, si vous blessez, au moins, vous cognez les doigts, c'est pas comme si vous vous coupiez, donc vaut mieux faire ça. Ouais. Donc ouais, il a fallu décaloter la citrouille, tout ça. Bon, ça, c'est un peu plein de détails, mais oui, on a fait ça. Parce qu'en plus, il faut la vider et tout, ça doit être long. Ça doit être très long. C'était assez long, mais c'était très fun. Du coup, voilà, on essaye de faire des trucs... plaisir, voilà. Donc, on s'investit beaucoup, mais au moins, voilà, pour l'instant, ça commence à être rentable. On a déjà 3 séances de prévues pour Halloween. Donc, Alors, c'est très cool. Si je déconstruis, ça veut dire que, premièrement, tu as tes services en tant que maquilleuse prothésiste pour des clients. Ensuite, tu as un système de création d'assets, de ressources, c'est-à-dire de prothèses que les gens peuvent réutiliser comme bon leur semble. En fait, ça s'utilise qu'une fois, une prothèse. Une fois que tu l'as... D'accord. Ah oui, après, c'est par rapport à l'hygiène, surtout. Ah oui, je comprends. Mais du coup, oui, il n'y a vraiment aucun moyen de la laver Tu peux, mais... moi, en tant que professionnel, je vais pas te conseiller de faire ça parce que si jamais tu te chopes un truc après, on va éviter, tu vois. Je comprends. Mais oui, je propose aussi des prothèses déjà faites pour si les gens veulent se maquiller eux-mêmes. Ok, c'est cool. Donc de la distribution de produits que tu crées toi-même. Alors ça, c'est vraiment trop bien parce que
Il y aura toujours de la demande, c'est une super idée. Et enfin, troisième idée aussi, c'est du coup la collaboration avec d'autres artistes pour créer un pack. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. La diversification, c'est une vraie force parce que, par exemple, typiquement en période de Covid, ce dont on parlait avant, si tu étais resté que sur de la prestation de service, plus aucun tournage, plus rien, tu étais littéralement au chômage. C'est ça, hein, parce qu'il y a des mois, autant quand je fais des tournages, je peux gagner beaucoup, hein, plus qu'un SMIC, mais même, il faut que j'arrive à parler là. Mais sinon, il y a des mois en fait où c'est une catastrophe, quoi. Surtout en cette période, au mois de septembre, j'ai rien fait, par exemple. Ah oui? Ouais, j'ai rien gagné du tout, quoi. Par contre, là, au mois d'octobre, c'est reparti, quoi. Avec la période d'Halloween, tout le monde a besoin d'une maquilleuse à ce moment-là, donc voilà, ça dépend vraiment des périodes. Et puis j'essaye justement, vu que je viens de commencer, parce que j'ai créé mon entreprise fin mai, du coup c'est encore récent, donc j'observe comment ça fonctionne, je regarde par rapport à comment ça marche ou ça marche pas, en fonction de mon activité. J'essaye d'observer en fait comment les choses se passent et de m'adapter, de réfléchir et d'apprendre en fait par rapport à mes propres erreurs. C'est bien. En marketing, ce qu'on appelle des tests A/B, c'est-à-dire que tu fais un test A, si ça marche, ok, on continue, et sinon tu passes sur un test B, etc. C'est cool, c'est vraiment une bonne idée, encore une fois, toujours dans le travail, l'adaptation, qui est un mot-clé, je pense, que tu as dit, vraiment l'adaptation, c'est-à-dire que on est déjà dans un domaine extrêmement compétitif, dont tu l'as dit avant. Tu as très bien dit avant. Et donc, il faut travailler, il faut s'adapter, il faut s'améliorer. C'est très cool. J'ai sorti une vidéo sur la polémique qu'avait fait Squeezie quand il a annulé. Je sais pas si tu regardes un petit peu Squeezie. Oui, je regarde. D'ailleurs, j'étais un petit peu tranchée à niveau de cette... C'est vrai? Ouais, au niveau de cet événement. Écoute, je t'enverrai ma vidéo. Par rapport à tout ça, et je serais heureux d'avoir une discussion avec toi là-dessus. Là, ça va être compliqué d'en parler, étant donné... Bon, très rapidement, moi, je défendais le fait que quand tu es dans l'opportunité d'une vie, ça vaut le coup de mettre son ego de côté et de se dire, OK, sur ce projet, je ne serai pas payé, mais je sais que je ne suis pas payé sur un projet d'une semaine, mais ça peut payer pour toute ma vie. Donc, autant... entre guillemets, se sacrifier sur ce coup, etc. Par contre, là, et je le répète parce qu'il y a encore des gens qui m'ont envoyé des MP à propos de ça et qui n'ont pas compris, et c'est aussi ma faute de ne pas avoir été assez clair là-dessus, quand c'est une entreprise qui fait appel à tes services et qu'elle gagne de l'argent par rapport à ce projet, évidemment, il faut se faire payer, évidemment. Voilà. Là, je parle de cas très précis, c'est pour ça que j'ai cité Tarantino, c'est pour ça que j'ai cité mon expérience personnelle avec l'équipe de Larry et Gotham Records. Mais il faut savoir juger, en fait. Il n'y a pas de situation qui marche pour tous. C'est pas universel. C'est la sensibilité de chacun de se dire, OK, là, j'analyse, c'est un bon coup à placer, etc. La vie, au final, c'est un coup de poker. Tu as des cartes dans la main et c'est à toi de jouer avec. Hein. Donc, ça, c'est sûr qu'on peut pas être pris par la main tout le temps. Okay. Moi, j'ai un peu un avis entre les deux, en vrai. Hein. C'est vrai? Ouais, parce que je pense qu'en effet, tu vois, l'opportunité, elle est cool. Si tu peux te faire repérer, OK. Mais en fait, c'est la façon dont il a présenté ça. C'était plus présenté comme un appel d'offres qu'un concours. Oui, et du coup, c'est là où, pour moi, il y a un problème. Tu vois, si tu fais un concours, c'est pas la même chose. Là, c'est plutôt la formulation. C'était vraiment un appel d'offres. Dans ce cas, tu demandes aux gens de t'envoyer leur book et ensuite, tu choisis en fonction. Après... Pourquoi pas, après tout. Et puis, vu comment il a réagi par rapport justement au retour, ça se voit que Squeezie, il a quand même vachement de recul là-dessus, qu'il écoute les gens. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'il est aussi dans une situation très délicate, puisqu'il a 15 millions d'abonnés sur YouTube. Et quand on a une aussi grosse communauté, les shitstorms et les trucs comme ça arrive très, très vite. Et comme c'est quelqu'un qui... Alors, vu tout l'argent qui se fait, vu qu'il est multimillionnaire, à mon avis... Il a des partenariats et des business sur le côté qui lui assurent une certaine pérennité. Mais c'est vrai que son business YouTube repose sur sa communauté. Oui. Donc, s'il y a un backlash et que tout le monde commence à le boycotter, forcément, il est obligé d'être à l'écoute de sa communauté. Mais là où tu as raison, c'est qu'il le fait très bien avec maturité et qu'il prend toujours ça avec bienveillance et il n'est pas là en train de dire « Ah, vous me faites chier, machin, etc. Oui. » Il est en mode « Ok, il y a une erreur, allez, on passe à autre chose, etc. » Donc, c'est très cool. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. On peut continuer un petit peu à parler de la précarité du milieu artistique. Moi, je suis de l'école et j'ai l'impression qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde, qui est que ça dépend de toi. Oui. Et que personne va sonner un matin chez toi en te disant « Hey, tu veux être la prothésiste du prochain Star Wars ?» Ça n'existera jamais. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux, en vrai. Parce que
comment dire, dans mon milieu, moi, je vois beaucoup de gens qui ont cette chance d'avoir tout de suite des contacts, qui sont tout de suite les préférés de certaines personnes, qui vont tout de suite avoir plus d'opportunités que d'autres. Et je suis super contente pour eux. Ils ont beaucoup de chance et j'aimerais bien être à leur place. C'est pour ça que jamais je détesterais quelqu'un qui a une plus grosse opportunité que moi. Et donc, moi, je dis, si tu peux te faire justement pistonner, c'est génial, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Profites-en. Je suis d'accord avec toi. Moi, ça n'a pas vraiment été mon cas. Donc voilà. Mais si tu peux te faire pistonner, vas-y carrément. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc moi, en tant que personne qui n'a pas vraiment eu cette chance, justement, je dois me débrouiller toute seule, je dois me faire remarquer. Donc je dois justement me faire remarquer dans le silence, donc me faire remarquer par rapport à mon travail, pas forcément par rapport à ma personne ou quoi. Faut pas parce que voilà, dans le maquillage il y a aussi beaucoup de drama et de trucs, donc faut rester discret. C'est vrai. Oui, c'est très très. Je connais pas du tout ce milieu-là. C'est un peu comme le milieu de la mode, hein. Il y a beaucoup de trucs. Voilà, on va pas trop rentrer dans le sujet, mais c'est très très négatif comme milieu aussi. Après moi ça va, je veux dire j'ai eu beaucoup de très bonnes rencontres. Mais je pense que c'est dû au fait, comme tu l'as dit, que c'est extrêmement compétitif. Oui. Parce que de toute façon, l'art, globalement, quel que soit le milieu artistique, c'est un gâteau où il y a 1% qui va manger la très grosse partie du gâteau et les 99% des autres vont se partager les miettes. Oui, tout à fait. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais c'est, encore une fois, c'est de notre responsabilité de trouver un business model comme tu commences très bien à le faire en te diversifiant, etc. D'ailleurs, les gens qui ont le plus de stabilité financière sont en moyenne des gens qui ont 6 sources de revenus différentes. D'accord. Parce que du coup, admettons qu'il y en a 3 qui tombent à l'eau, tu en as toujours 3 autres qui te permettent d'engranger du revenu. Alors que c'est sûr que si tu es une personne qui a juste un salaire et que tu te fais licencier, c'est dramatique. C'est ça. Ouais. C'est dramatique. Donc c'est encore une fois de notre responsabilité. Et c'est là où tu as tout à fait raison de le souligner, c'est que c'est dur. Et parfois, il faut, même pour la plupart des gens, il faut faire 2 fois plus d'efforts, 3 fois, 4 fois plus d'efforts. Mais il faut le faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte. Je pense même les profs de mon école ont remarqué que par rapport à d'autres, j'ai pu travailler même pendant les vacances comme une dingue. En fait, tout le temps, je suis en activité, mais aussi parce que j'adore ça, donc ça me dérange pas vraiment de travailler. Mais c'est vrai que je fais plein de trucs, j'essaye de faire des trucs plus pour le plaisir. Il y a des trucs, je sais que ça va se vendre. Donc il faut vraiment que tu fasses un peu de tout. Et parfois, t'as un projet, tu veux vraiment le faire, mais en fait, on n'a pas choisi un métier facile parce que les effets spéciaux, c'est hyper cher au niveau du matériel. Ça coûte une fortune. Et du coup, dès que je gagne un peu d'argent, vraiment, je le mets de côté et je me dis, j'ai un truc énorme que j'ai envie de faire. Je vais pas pouvoir le faire avant 6 mois. Donc, je vais mettre de l'argent de côté pour. Et voilà, t'as pas trop le choix, mais sûr, faut réfléchir à tout ça, quoi. Dans ta distribution de prothèses, la création de produits, c'est quoi ton process de vente ? Écoute, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à en vendre, honnêtement. D'accord. Mais j'ai mis ça, j'ai créé une boutique Etsy en attendant de créer un site. Bon réflexe. Et du coup, en fait, j'ai prévu en fait quelques prothèses un peu classiques de maquillage qui se font beaucoup, donc les impacts de balles, les morsures de zombies, les écailles de sirène, ce genre de trucs. Mais en fait, je sais que souvent à Halloween, c'est toujours comme ça tous les ans. J'ai toujours du travail, mais c'est toujours à la dernière minute. J'ai toujours quelqu'un qui va m'acheter quelque chose à la dernière minute parce que c'est toujours comme ça. Depuis le début du mois, là, il y a au moins 4 personnes qui m'ont dit « Est-ce que tu peux me maquiller moi ? Est-ce que tu peux maquiller ma famille ?» Tout ça. Au final, ça se fait pas. Et c'est 2 semaines avant que tu trouves la personne qui va t'engager et qui va bien te rémunérer pour le mois d'octobre, en fait. C'est toujours comme ça. En termes de collaboration, on pourrait tout à fait imaginer une collaboration pour une soirée spéciale, par exemple, pour un bar. Oui, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà, à mon avis, c'est une super idée. Une super idée. C'est cool que tu prennes des initiatives comme ça. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui restent dans leurs conditions et qui, comme dit, le syndrome de l'artiste maudit dont on parlait avant, qui sont en mode personne m'appelle, je fais rien, etc., mais qui vont pas chercher plus loin, etc. Donc toi, j'imagine que quand tu fais des collaborations, tu vas démarcher aussi, etc. Et il y a forcément des moments où on te dit, non, c'est pas intéressant, je veux pas le faire. Oui. Et il y a d'autres moments où on te dit, ok, et là, ça marche, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, là, j'ai carrément eu le réflexe en fait de poster des annonces. Voilà, je sais que ça va être compliqué parce que là, j'imagine qu'avec Halloween,
les staffs des bars, tous les ans, ils ont besoin de maquilleuses. Mais là, avec les masques, je me dis, ça va peut-être être compliqué. Donc, dans le doute, je me suis dit, je poste une annonce. Je dis, voilà, s'il y a un bar ou une boîte de nuit, ou je ne sais pas, les boîtes de nuit, il me semble qu'elles sont fermées avec la période Covid. Ah oui, toujours. Mais oui, il me semble, je suis pas sûre. Ce serait pas étonnant, mais... Mais j'ai dit, voilà, s'il y a un bar ou une entreprise de l'événementiel qui a besoin d'une maquilleuse pour Halloween, je suis disponible. Et en plus, j'ai démarché, par exemple, le bar pour lequel j'ai bossé l'année dernière. Je leur ai dit, si vous avez à nouveau besoin de moi, je suis là. Et en fait, je redémarche. Voilà, je me dis, voilà, s'il y a des gens qui ont à nouveau besoin de moi, si j'ai travaillé correctement selon eux, bah, on sait jamais. Et en plus, tu postes des annonces. Et je sais qu'il y a toujours des gens par la suite qui vont repartager, qui vont connaître quelqu'un ou qui ont de la famille qui bosse dans la restauration ou je sais pas. Et en fait, c'est surtout comme ça, quoi. Il faut poster des annonces et dire, voilà, moi, je suis disponible pour Halloween, c'est simple. Je suis là pour l'événementiel, pour les bars, tout ça. Je suis là pour les particuliers. Et en plus, cette année, j'ai la prestation supplémentaire avec Harmonia Photographie. Ouais, on fait les maquillages et les photos sur le thème d'Halloween. Ok, ça c'est très intéressant. Parce que là, du coup, tu es dans une forme de marketing direct, c'est-à-dire que tu vas voir directement les gens, ok, j'ai mes services, machin, etc. Tu essayes de vendre ton travail, tes prestations, ton art. Là où je pense que tu gagnerais aussi beaucoup, beaucoup d'argent potentiellement, c'est en créant un business en ligne. Ouais. Vraiment, ce que tu as déjà commencé à amorcer avec ta boutique Etsy. Ouais, mais j'aimerais bien créer un site, mais voilà, je pense qu'il faut encore... Enfin, on verra avec Etsy si ça marche. Si ça marche pas, bah, j'arrête et puis je ferai mon site directement. Je pense que ça sera mieux encore. On pourra en parler en off de tout ce qui est marketing. Je sais pas si t'es branché là-dedans. Bah un peu, parce qu'en fait j'ai fait un bac STMG, donc je connais quelques trucs. Ah, mais c'est aussi, je pense que c'est aussi pour ça que tu as un peu la mentalité de commerce déjà par rapport à tout ça et pas juste de l'art pour l'art, tu vois. Oui. Ok, c'est cool. Parce qu'effectivement, en fait, le marketing, c'est primordial. Oui. Pour un artiste, surtout. Et je commence à m'en rendre compte maintenant, surtout. Bah ouais, parce qu'en fait, on n'est pas éduqué à ça. Oui. Quand on est artiste, on se dit, oh, je vais créer un truc, c'est trop bien, etc. Sauf que, comme tu l'as très bien dit, il faut manger. Oui. Oui. Et le marketing, en fait, malheureusement, beaucoup de gens voient ça comme, tu sais, le côté vendeur de tapis, escroc, machin, etc. Ouais. Alors qu'en fait, c'est l'étude du marché, c'est-à-dire l'étude des gens qui sont intéressés par ton travail. On n'est pas là en train d'essayer d'arnaquer des gens, on est là en train d'essayer de vendre son travail parce que je sais que je pourrais servir à quelqu'un, potentiellement. C'est pas une arnaque, c'est juste des gens, ils acceptent de te donner de l'argent en échange d'un objet ou d'un service. C'est un échange. Il n'y a rien de plus. Tu prends pas de l'argent comme un voleur ou je sais pas quoi. Donc, il faut vraiment s'intéresser au marketing. Tous les artistes devraient vraiment, vraiment s'intéresser au marketing. Et c'est très cool que tu aies déjà commencé à faire ça. Il y a pas mal de choses à faire sur les réseaux. Je pense qu'on en parlera un petit peu en off. Ouais. Parce que, à mon avis, tu as vraiment la mentalité pour développer tout ça. Ok. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de la précarité dans le milieu artistique. Ouais. On a parlé de beaucoup de choses. La chose dont j'ai envie de parler maintenant, c'est ce qui transparaît le plus dans ton travail. Et c'est la sensibilité, les émotions, l'univers personnel qui ressort de ce que tu fais. Oui. Tu as une histoire un petit peu particulière à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler ? Oui, bien sûr. Bah, aujourd'hui, j'ai moins de mal à en parler, donc il n'y a pas de souci. Et je pense que même... ça peut être intéressant pour d'autres personnes et ça peut aider d'autres personnes aussi, puisque je pense qu'on est beaucoup plus qu'on l'imagine dans ce cas. Mais du coup, oui, au collège, j'ai été harcelée comme plein d'autres gamins, justement parce que j'étais comme je suis, donc avec les cheveux colorés. J'ai toujours beaucoup montré ce que je faisais sur les réseaux. Bon, j'étais pas forcément tout de suite dans le maquillage, mais je postais des vidéos où je chantais, je postais quelques photos de maquillage, tout ça. Et en fait, je montrais beaucoup ce que je faisais justement. J'étais déjà hyper passionnée. Et c'est vrai que je me suis pas mal harcelée. Je sais pas si c'est pour ça, mais c'était souvent le truc qui ressortait. Genre, tu fais trop pitié avec ce que tu fais ou ce genre de truc, quoi. Le truc, c'est que c'est très conformiste. Donc, dès que tu as un univers à toi, que tu sors un peu du lot, les gens sont en mode, mais il est trop bizarre, lui, qu'est-ce qu'il fait, machin et tout. Et direct, tu deviens le mouton noir. Oui. Je pense que c'est ce qui a donné c'est ça. La situation à l'époque. Ouais. Mais oui, du coup, il s'est passé ça. Et en fait, la deuxième année où en fait, j'en pouvais plus, j'ai du coup été hospitalisée à cause de ma dépression. Donc pendant 1 mois et demi, presque 2 mois. Et c'est vrai que c'est une période où artistiquement, je me suis beaucoup développée. J'ai beaucoup créé parce qu'en même temps, j'avais pas le temps de faire autre chose. Déjà, les téléphones étaient confisqués, ce genre de trucs. Donc, c'est vrai ouais. Mais c'est justement parce que j'étais dans un endroit où justement il y avait plein d'autres enfants victimes de harcèlement. Donc
les aides-soignants savaient que justement le téléphone pouvait être une source d'harcèlement. Tu te connectes sur les réseaux sociaux, voilà. Donc c'était surtout pour nous protéger, hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est une période où ma mère, par exemple, quand elle me rendait visite, elle me ramenait de l'aquarelle, ce genre de trucs, pour que je puisse... T'exprimer. C'est ça. Et en fait, j'étais avec une deuxième fille dans la chambre d'hôpital. Et en fait, on dessinait beaucoup toutes les deux. Donc en fait, on a accroché tous nos dessins en fait sur les murs de la chambre d'hôpital. Et c'était une façon en fait de normaliser notre chambre, de faire une chambre d'ado classique en fait. Donc je sais pas si d'un côté c'était une façon d'accepter la situation. Bon, je suis à l'hôpital, mais du coup je vais en faire quelque chose. Je vais profiter de ce temps pour faire quelque chose. Ou si c'est justement, je suis pas à l'hôpital, non, je suis dans ma bulle artistique, tu vois. Du coup, c'est un peu, je pense que c'est un peu entre les deux. Ouais. C'est un peu de là d'où vient Azure Mermaid, justement. Ton pseudo, oui. Voilà. J'ai créé beaucoup de dessins de sirènes à ce moment-là. Et en fait, le dessin que j'avais fait, qui m'avait vraiment marqué, en fait, de cette sirène, c'est un peu une sirène, on sait pas trop si, en fait, c'est une sirène, donc forcément, elle vient de l'eau. Mais à la fois, elle a une position, on a l'impression qu'elle se fait un peu aspirer par le ciel. Du coup, il y a un petit peu les deux éléments, donc bloqué entre deux éléments. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'étais, genre, j'étais pas bien mentalement, mais artistiquement, en fait, je faisais plein de trucs, donc ça m'a un petit peu justement sauvée, en fait, en un sens. Et du coup, c'est un peu cet entre-deux, en fait. Qu'est-ce qui te plaît dans la symbolique de la sirène ? Tellement de choses, en fait. Déjà, quand j'étais petite, j'habitais près de La Rochelle, donc j'allais tout le temps, en fait, à l'aquarium de La Rochelle. Donc j'ai toujours été fascinée par l'univers marin, par les créatures sous-marines, même les créatures qui n'existent pas, donc les sirènes, ce genre de choses. Passionnant, oui. Incroyable. Quand on sait à l'heure actuelle que on a encore énormément de choses à découvrir, alors que je crois que c'est 70% de la planète, tout ce qui est océan, etc. Ouais. C'est fou, c'est incroyable. Mais justement, en fait, j'ai toujours pensé que si j'allais pas faire de l'art, je ferais sûrement de la biologie marine, justement. Parce que du coup, là, tu découvres, en fait, tu découvres de nouvelles espèces. Et moi, en fait, je fais l'inverse, je crée de nouvelles espèces, tu vois. Du coup, ça se rejoint dans un sens, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment intéressée, que j'ai toujours trouvé beau aussi, et qui m'a beaucoup inspirée artistiquement aussi. Donc, je pense que ça vient aussi un peu de là. Et puis, le rapport à l'enfance, les films comme La Petite Sirène ou Le Monde de Nemo, que j'ai toujours adoré, qui visuellement, surtout Le Monde de Nemo, c'est magnifique. Donc, voilà, je pense que c'est un peu... surtout le visuel, l'univers, la symbolique. Il y a quelque chose, à mon avis, aussi, qui peut être intéressant pour toi, peut-être de voir ça et de réfléchir à ça plutôt, c'est quand on est sous l'eau, on a un peu cette sensation d'être isolé, seul au monde. En même temps, on est à la merci de tout, parce que l'homme n'est pas fait pour l'eau, l'être humain n'est pas fait pour l'eau, mais en même temps, c'est tellement calme quand tu es sous l'eau, qu'il n'y a aucun bruit, parce que tout est atténué. C'est un peu c'est un milieu très spécial. On est en même temps protégé, en même temps vulnérable. On est dans une bulle. Peut-être que c'est ça aussi qui te parle. Oui, probablement. Enfin, moi, j'ai toujours aimé nager, même si je suis pas une très grande nageuse. Hein. Mais oui, j'ai toujours aimé nager, aller à la mer. Et puis, à chaque fois, je ramassais les coquillages. Ah oui. Ouais, tout le temps. Et puis, même les coquillages, rien que d'un point de vue texture, pour la sculpture, c'est hyper intéressant. C'est toutes les stries qu'il y a dessus. Donc, ouais, c'est... Visuellement, c'est hyper intéressant et inspirant. Et c'est vrai que dans mon travail, quand je crée des personnages, des créatures, je pense à l'environnement. J'essaye de faire quelque chose qui est crédible. Donc, c'est l'exemple que je te disais avant. J'ai fait un masque d'une sirène. Je voulais que ce soit une sirène des abysses. Donc, je lui ai enlevé les yeux. Je lui ai fait des couleurs qui m'étaient... pour moi, qui m'étaient crédibles par rapport à l'environnement. Donc, voilà, je pense en fait à la crédibilité en fonction de l'environnement. Quelque chose qui visuellement aussi va attirer l'œil, va retenir l'attention. Pas forcément, mais pour que dans le regard de la personne qui va le regarder, je sais pas trop comment expliquer, mais il faut que cette personne, quand elle regarde, elle comprenne tout de suite. Parce que forcément, quand tu regardes des films ou ce genre de trucs, t'es pas forcément... Qu'elle interprète, en fait. Oui, c'est ça. En fait, t'es pas forcément renseigné. Genre, tu vas regarder, je sais pas, un film... avec des dinosaures, tu t'es pas forcément hyper expert des dinosaures, tu vois, mais il faut que quand tu regardes le dinosaure, tu comprennes en fait que ça te parle en fait. Tout à fait.
Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ben, c'est marrant, enfin c'est marrant quoi. On l'a placé là exprès, donc bon voilà. Oui. Alors oui, effectivement, c'est flou, je le vois, parce que je nous ai placé au deuxième plan pour que nous on soit net et que etc. De toute façon, dans la vidéo d'intro, on verra tout net, etc. Il n'y a pas de souci. Là, on parle de ce masque ici, par exemple. Est-ce que un petit peu, tu peux nous parler justement du processus de création où tu penses totalement à un univers, au caractère même du personnage, etc. Oui, bien sûr. Bah, du coup, en fait, là, l'idée, c'était de rebosser sur un design d'Alien, parce que j'en avais déjà fait un avec un ami, en collab, justement, où on avait bossé sur le design ensemble, mais là, je voulais faire quelque chose qui venait surtout de moi. Et en fait, j'avais l'idée de m'éloigner un peu de ce que je faisais trop souvent, parce que je fais souvent des personnages très féminins. Et là, je voulais faire quelque chose un peu plus masculin, une figure un peu plus d'autorité. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire un alien qui sera un commandant. Donc, il n'a pas de nom, mais il a déjà un statut. Et donc, voilà, j'ai essayé de lui faire un visage en fonction de cette idée. Et puis, je me suis aussi beaucoup documentée parce que je sais que, par exemple, quand tu cherches... c'est un peu un schéma classique quand tu crées les aliens pour plein de gens qui font de la sculpture ou des effets spéciaux. Mais souvent, tu vas te renseigner dans ce qui existe déjà pour que, justement, dans les yeux du spectateur, ce soit crédible. Genre, la personne elle va regarder, elle va faire « Ouais, oui, je vois, du coup. » Et en fait, dans ces cas-là, je vais chercher des photos d'insectes, de reptiles. Et souvent, quand tu vas te documenter un peu sur ce qui existe déjà, tu vas pouvoir créer quelque chose qui sera crédible, qui va parler aux gens, en fait. Donc, je vais chercher dans ce qui existe déjà et puis essayer de l'humaniser et de faire des trucs un peu humanoïdes. Et même au niveau des couleurs, des taches. Donc là, les taches qu'il y a, c'est des trucs que tu vois souvent sur les salamandres ou ce genre d'animaux, en fait. Ah, c'est cool, on n'en avait pas parlé tout à l'heure. Oui, mais du coup, c'est un peu ça. Voilà. Ouais, d'accord, mais c'est trop bien. Ça veut dire qu'effectivement, même jusque dans les tâches, en fait, il y a une dimension que tu as réfléchi. C'est pas juste des tâches pour faire des tâches, quoi. Il y a vraiment une recherche derrière tout ça. Ok, c'est cool. Le souci du détail, finalement. Oui. Juste à côté, on a un remake de L'Origine du Monde, on peut dire ça. ça. Alors ça, c'est très spécial. Oui. Puisque, à mon avis, c'est très personnel. Oui, c'est très militant aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette... Alors, effectivement, on le voit pas, mais en fait, c'est un moulage de vulve qui est... C'est pas un moulage, c'est une sculpture, pour le coup. Ouais, alors, j'utilise mal le mot, effectivement, sculpture. C'est ce que je pensais, mais j'ai pas exactement le vocabulaire, désolé. Oui, t'inquiète, je t'explique après pourquoi je te dis ça, parce que justement, il y a des gens qui ont confondu, et je pense que tu vas comprendre après. Ok, très bien. Donc, c'est une sculpture. Oui. Donc, j'imagine que c'est... Comment ça marche? C'est une prothèse tu as encore cherché des références, etc. Alors oui, j'ai fait pas mal de recherches d'images de référence, donc du coup là oui forcément j'ai dû tomber sur des photos de vrais... Voilà, je sais pas si j'ai le droit de dire le mot pour pas que ce soit censuré. Voilà, j'ai dû chercher des images de vulve, voilà. Donc j'ai cherché des vraies images et j'ai essayé de pas regarder que des trucs classiques comme ce que tu vois un peu dans la pornographie ou ce genre de trucs, pour justement faire quelque chose de représentatif, de réaliste. Bien sûr. Et puis voilà, faut arrêter avec les images de choses trop lisses et tout, parce que on en a marre des oppressions sur les femmes, voilà. Donc c'est un petit peu l'idée de ce tableau justement où du coup j'ai regardé beaucoup de photos réalistes et puis je suis aussi tombée sur une artiste qui avait fait du coup là des moulages pour le coup, qui a moulé en fait des vraies vulves de vraies personnes. Donc il y a des gens qui ont été d'accord pour du coup prêter leur corps pour qu'on les moule et qu'on fasse des répliques. Et du coup elle a fait un vrai mur en fait avec plein de répliques de moulage de vulves du coup. D'accord. Donc là tu vois vraiment la diversité au niveau oui, là, c'est voilà. Littéralement, c'est concret, en fait, parce que ce sont des vraies personnes, quoi. Oui, voilà. Ok, donc c'est cool. Alors, il y a cette dimension de réalisme, cette recherche d'imperfection, peut-être aussi, du coup. Oui, du coup, en fait, j'ai essayé de revisiter l'origine du monde, justement, parce que sur la peinture de base, c'est une photo qui était... représentative de l'époque. Donc, avec une vulve très poilue et tout. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on a vraiment cette image de la femme, il faut qu'elle s'épile. Donc là, j'ai pas mis des poils exprès. Il y a aussi cette idée comme quoi, si t'as pas de vulve, t'es pas une femme. Donc là, c'est aussi une oppression vers les femmes trans. Donc, on les exclut encore une fois. Donc, en fait, c'est un peu tout ce que symbolise la vulve. Autant des choses positives que négatives. C'est aussi censurer la sexualité des femmes, on veut pas qu'elles s'épanouissent dans leur sexualité, on en fait un tabou, mais à la fois on sexualise les femmes à outrance, donc dans la publicité et ce genre de trucs, tu vois. Donc il y a un peu
tout ça qui se mélange, c'est un peu une critique en fait de comment on représente les femmes en fait dans la société. C'est intéressant parce que c'est exactement la contradiction dont tu parlais avant, c'est-à-dire le fait d'en faire un tabou, mais en même temps de l'hypersexualiser. Et là, littéralement, tu transmets tout le caractère de la femme à travers, entre guillemets, ce qui biologiquement est le plus représentatif. Donc je trouve ça très intéressant parce qu'il y a une vraie intensité, je trouve, dans un truc comme ça, tu vois. Quelqu'un qui n'est pas éduqué ou qui réfléchit pas dirait juste « Oh, MDR, c'est une vulve, machin, etc. » Alors que non, en fait, il y a une recherche derrière tout ça et qu'on peut tout à fait parler de sujets comme ça avec, encore une fois, des choses tabous. Alors qu'en vérité, comme tu l'as très bien dit aussi, sur tout ce qui est le domaine de la pornographie, on sait très bien que c'est une industrie qui fait des milliards et des milliards et qu'en même temps, on est là à dire doucement, faut pas trop en parler, etc. Enfin, c'est assez contradictoire. Je te rejoins aussi à ce niveau-là. Oui, tu avais peut-être encore un truc à dire? Non. Oui, je voulais juste rajouter, parce que je sais pas si on me le reprochera ou pas. Vas-y. Mais justement, là, j'utilise cette image justement pour faire un peu un statement féministe. Mais je vais aussi préciser que la vulve, c'est pas un symbole de féminisme et de la femme. Vous pouvez être des femmes. Si vous n'avez pas de vulve, ne vous en faites pas. Mes sœurs trans, voilà. Vous en faites pas, vous êtes des femmes aussi. Voilà. Je voulais juste le préciser. Et pareil, pour les hommes trans, si vous avez une vulve, vous êtes des hommes quand même. Voilà. Je tiens quand même à le dire. Ok. Mais je te comprends tout à fait. Et tu as raison de le faire. Si vraiment ça te tient à cœur, il faut le faire. Voilà. Il faut le faire. Et la dernière œuvre qui est à disposition sur cette table, du coup, c'est un autoportrait un autoportrait par rapport à la condition de dépression, plutôt. Voilà. Après, c'est pas moi le modèle, voilà, mais ça représente un peu... Décidément, il faut que je travaille mon vocabulaire. Non, mais t'en fais pas. À en vrai, c'est intéressant de le dire comme ça. Est-ce que j'avais pas pensé à dire ça, à présenter ça comme un autoportrait, mais en fait... En fait, émotionnellement, c'est un autoportrait. Oui. Mais physiquement, effectivement, c'est un autre modèle. Oui. Mais je trouve que c'est même encore plus intéressant parce qu'en fait, tu as transmis quelque chose t'as transposé quelque chose qui est très personnel sur une autre personne. Donc, en montrant que c'est une condition commune à tout le monde. D'ailleurs, tu en avais parlé par rapport au cyberharcèlement. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par tout ça, qui s'en rendent pas forcément compte, qui se disent mais est-ce que c'est moi qui suis bizarre ou est-ce que je mérite, est-ce que machin, etc. Donc il y a vraiment un dialogue aussi à ouvrir là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette œuvre et puis on arrivera tranquillement à la fin de l'interview parce que l'air de rien, on est à 1h02 là déjà. Ah ouais, déjà quand même. Allez, je vais faire vite et je vais bien résumer. En une phrase, hein, pas plus. En une phrase, non, je rigole. Du coup, en fait, l'idée, c'était de faire un martyr, du coup, de représenter la dépression, un peu ce que j'ai vécu. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu le slime, en fait, qui se retrouve sur la tête, qui dégouline de la tête. Donc, c'est un petit peu tout ce qui est autour des maladies mentales. Donc, la dépression, c'en est une, c'est un... Voilà, c'est une maladie. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste un trouble ou juste... les gens, ils aiment bien dire qu'ils sont dépressifs, alors que c'est juste un état, alors que là, c'est vraiment une maladie, donc on parle vraiment de la maladie. Et ça, il faut en parler. Effectivement, je trouve qu'il y a un truc assez malsain sur les réseaux ces dernières années, de gens qui se disent, tu sais, qui rendent la dépression cool. Ouais. En mode... oh là là, encore un jour où j'ai envie de me tuer, machin, etc. Mais tu vois, avec une espèce de côté regardez-moi, machin, etc. Je souffre, etc. Alors qu'en vrai, les gens qui ont cette maladie, qui ont vraiment ce problème-là, c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Et puis on a différentes façons de l'exprimer. Je sais qu'il y a des gens qui vont beaucoup en parler, qui, comme tu as pu donner l'exemple avant, il y a des gens qui font semblant, mais il y a aussi des gens qui le montrent et qui en parlent. Donc, il n'y a pas de symptômes classiques de la dépression. Je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout en parler. Et du jour au lendemain, tu vas retrouver, je ne sais pas, quelqu'un de ta famille qui s'est suicidé et tu ne savais pas qu'il était en dépression. Bien sûr. Et puis, il y a des gens qui le disent et qui le sont aussi. Donc, en fait, il n'y a pas forcément de schéma classique. Tout le monde vit... c'est horrible ce que je veux dire, mais tous les gens qui vivent cette dépression la vivent différemment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas décrédibiliser les gens quand ils disent qu'ils vont mal, en fait. Parce que ça, c'est beaucoup beaucoup de choses qui arrivent aussi. C'est les gens qui ne prennent pas au sérieux quand tu leur dis « je vais mal », en fait. Il faut écouter les gens, faire preuve d'empathie. Voilà. Se mettre à la place de la personne et dire « ok, cette personne souffre, pourquoi ?» C'est une qualité humaine, en fait, c'est une des plus basiques, tout simplement, de se mettre dans la peau de l'autre et d'essayer de comprendre, etc. On peut ne pas être d'accord.
on peut avoir des visions différentes, mais au moins s'écouter et discuter et pas juste dire « Ah, t'as tort, j'ai raison » ou « c'est n'importe quoi », etc. Parce qu'on va droit dans le mur si on fait comme ça, en fait. Et je suis content qu'on en parle, vraiment, parce que c'est un combat que je mène sur ma chaîne. Moi, c'est plus par rapport, encore une fois, au bien-être et au business. Mais j'ai beaucoup de gens de ma famille qui ont fait tout ce qui est des burn-out très, très graves, avec des gens qui ont perdu des dizaines, des vingtaines de kilos, etc. Enfin, des trucs où tu vois la personne, et moi, je me souviens, je ne l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais je me permets d'en parler, là. Quand ma mère a fait son burn-out, j'étais à Paris à ce moment-là, et quand je suis revenu et que je l'ai vue avec post-burnout, elle était encore en période qu'on appelle ça, de convalescence, et qu'elle avait perdu énormément de poids, elle était méconnaissable. J'ai été sans voix ça a duré quelques secondes. J'ai l'impression que ça a duré une éternité. J'étais face à ma mère et je ne savais pas quoi faire. C'est-à-dire que comme j'étais à 500 km d'ici, c'est quand même compliqué d'éprouver de l'empathie pour quelqu'un qui est très très loin, tu vois. Tu peux écouter, mais finalement, en fait, c'est vraiment une question d'énergie par rapport à la personne qu'il y a en face de toi. Et c'est vraiment bien que tu dises qu'il faut écouter les gens, parce que les gens peuvent aller très très mal. Et si on ne les écoute pas, qui sait ce qui peut arriver. Donc c'est très important de faire déjà la prévention, autant aux autres qu'à soi-même. Soi-même, si on se sent mal, il ne faut pas hésiter, peut-être même à aller consulter. Une thérapie peut aider. Il faut en parler, en tout cas. Il faut chercher à se comprendre et à accepter que il faut faire des choses, et cette douleur, il ne faut pas la laisser s'installer. Il faut vraiment... C'est dur, forcément c'est dur, parce qu'on a l'impression, on se dit, je ne peux pas surmonter ça, c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Toi qui as vécu cette situation, comment est-ce que toi, tu t'en es sorti, par exemple? Alors, sans forcément peut-être rentrer dans les détails, mais parlons peut-être uniquement de l'univers artistique, si tu n'as pas envie de parler... Non, en vrai, oui, il y a l'univers artistique, parce que du coup, j'ai trouvé un but dans ma vie, en fait, en ayant trouvé ça, parce que du coup, c'est ma mère, une fois, qui est venue à l'hôpital quand elle me rendait visite, et qui m'a dit, j'ai appris qu'en fait, il y avait des écoles de maquillage à l'école, donc, à l'école, à Strasbourg. C'est la fin, je commence à fatiguer. Et elle m'a dit, oui, et du coup, à Strasbourg, il y a des écoles de maquillage, donc voilà, si un jour, tu n'arrives pas à reprendre les cours, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas sûre de pouvoir reprendre un parcours normal, justement à cause de ma phobie scolaire, elle m'a dit, voilà, il y a ça qui existe. Et au final, je me suis quand même accrochée, j'ai quand même passé mon bac. Et du coup, j'ai toujours gardé cet objectif en tête. Un jour, je ferai cette école de maquillage. Du coup, oui, j'ai trouvé ce truc qui m'a rattachée à la vie. Et c'est pour ça que je suis très, très attachée à ce que je fais. Et je me dis, en fait, si j'arrive pas à faire ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... je sais que, voilà, aujourd'hui, je suis assez stable psychologiquement. Genre, mes parents m'ont toujours soutenue. J'ai des amis très, très précieux qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Et mais c'est vrai que si j'arrive pas à continuer à faire ça d'une manière ou d'une autre, j'ai très peur en fait d'être malheureuse en fait si je fais pas ça. Bon, c'est peut-être un mot un peu fort, parce qu'il y a des gens qui vivent sûrement pire, des choses très difficiles aussi, mais c'est vrai que je me dis... Comme tu l'as dit avant, il faut pas diminuer les souffrances de toute façon. Oui, c'est vrai. En vrai, je me dis, voilà, je sais pas si ça pourrait vraiment me mettre très très mal si j'arrive pas à continuer d'une façon ou d'une autre à faire ce que je fais. C'est pour ça que je me dis, voilà, si j'arrive pas, je trouverai forcément un autre boulot à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins quand même quand je partirai de chez mes parents. Mais c'est vrai qu'il faudra toujours que tu aies un pied là-dedans, quoi. Toujours continuer à créer, toujours être inspiré, et sinon ça va pas aller, quoi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et c'est trop bien que tu aies réussi à trouver un truc qui, au fond de toi, bouillonne, tu vois, c'est plus fort que toi. Tu dis, j'ai envie de le faire. Oui. Et ça, c'est bien. Il faut vraiment... Toi, entre guillemets, t'as eu de la chance, oui et non, parce que en gros, ça t'est tombé dessus par rapport... Alors, c'était dans une très mauvaise période, mais ça t'est tombé dessus et ça a fait un déclic. Et il y a des gens, malheureusement, qui prennent pas forcément le temps et qui n'ont pas le temps, qui n'arrivent pas à se poser, à réfléchir justement à qu'est-ce qui les intéresse vraiment, et qui peuvent potentiellement passer à côté de leur vie, et ça, c'est dramatique. Mais je l'ai pas forcément su tout de suite par moi-même, parce que c'est des choses que je faisais spontanément, parce que j'aimais faire ça. Mais c'est vraiment mes parents qui m'ont dit, en fait, ce que tu fais en maquillage, c'est vraiment pas mal, en fait. C'est vraiment eux qui m'ont dit, faut que tu fasses ça, en fait. Donc c'est plus, ça vient plus d'eux, en fait, la motivation, parce que c'est vrai que je m'en rendais pas compte, en fait. La motivation, elle est arrivée parce que tu as fait les choses. C'est pas tes parents qui t'ont dit, allez, mets-toi au maquillage, etc. Tu as commencé à en faire, etc.
t'as pris plaisir à le faire, et là, les gens ont validé ce que tu faisais. Donc, en fait, ça part finalement de toi. Oui, mais c'est sûr que sans le soutien d'autres Bien sûr. personnes, je L'entourage ne est serais pas primordial. là où j'en suis. C'est pour ça que je tiens à remercier tous les gens qui étaient derrière moi pendant cette période, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas restés aussi. Et d'un côté, je ne sais pas si je dois leur en vouloir ou si je dois comprendre, parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui ont eu peur. C'est de dur ce aussi qui à s'est gérer, passé. c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais c'est tellement complexe. C'est tellement complexe. C'est sûr que c'est pas nous sur un canapé en 1h10 qui allons résoudre la problématique de la dépression. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe dont au moins il faut parler, tout simplement. Et ne pas avoir peur des mots et dire, comme tu l'as très bien dit, je souffre. Viens, on en parle et voilà. Et c'est aussi pour ça que le métier de maquilleuse m'aide aussi beaucoup au niveau social, parce que c'est un métier très très humain où tu as beaucoup de contacts du coup avec les gens. Et c'est vrai que avant, j'étais pas capable rien que de sortir de chez moi ou de voir des gens. Donc là, c'est mon quotidien en fait, de maquiller des gens. Donc je rencontre des personnes. C'est bien, ça doit pas mal te réconcilier quand même avec toutes ces notions de sociabilité, etc. C'est cool. Voilà, et puis même je leur apporte quelque chose, je les aide à se sentir bien. Et donc ça rejoint aussi ce que je te disais avant. J'ai quand même envie de rajouter ça au cas où, parce que je pense que c'est important. Quand on est maquilleur, c'est important de savoir maquiller tout le monde, d'apprendre à maquiller tout le monde sans discrimination. Donc apprenez à maquiller tous les types de peau, toutes les couleurs de peau, toutes les morphologies. En fait, si vous savez pas tout faire, vous pouvez pas vous dire maquilleur. Forcément, c'est plus difficile pour certains cas, mais il faut apprendre. Il faut pas que le client qui soit en face de toi, tu lui dis je suis désolée, mais je sais pas faire, je pourrais pas parce que tu es trop compliqué. Et c'est pareil, là, tu reviens un peu dans cette notion de rejet et tout. Donc voilà, moi, en fait, je rends aux gens aussi la positivité, en fait, tout ce qui a pu me sauver, en fait, je le mets à disposition pour aussi aider les gens. Et voilà, maquiller tout le monde sans discrimination. C'est trop bien, parce qu'au final, ça fait un cercle vertueux. Voilà. Les gens t'apportent du bonheur et en plus, toi, t'apportes du bonheur aux gens, donc c'est trop bien. Et c'est bien que tu parles aussi de ça parce que, effectivement, même en réalisation, à l'image par rapport à la lumière, c'est beaucoup plus compliqué de bien éclairer une peau noire, en fait, au cinéma. Et je sais que l'année dernière, on faisait beaucoup appel à moi pour des photos et des vidéos parce que j'arrivais pas mal à maîtriser ça. Et que la plupart des gens se rataient les peaux noires, etc. Alors oui, c'est plus dur. Mais il faut apprendre à le faire, en fait, tout simplement. Parce que sinon, en vrai, c'est un peu une forme de discrimination de dire j'ai pas envie, c'est trop dur, machin, etc. La personne qui a une peau noire en face de toi, elle a pas choisi d'avoir une peau noire, en fait. Et c'est ton taf. C'est ton taf. On va y arriver. d'être assez bon et de performer et de faire ce qu'on te demande, tout simplement. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai bossé avec mon ami Sylvain, qui a son asso Impossible But Black, qui fait justement des campagnes un peu à travers des photos artistiques, où justement il met en avant les personnes noires de façon artistique, en fait, en parlant de tous ces combats visuellement aussi. Et donc il y a aussi mon amie Églantine Richet, avec qui on a maquillé du coup tous les modèles pour les photos de Sylvain. Et du coup, voilà, c'est avec des expériences comme ça qu'on apprend, en écoutant les personnes concernées, en répondant à leurs demandes, en essayant de comprendre leurs combats, de les écouter eux pour mieux comprendre, et puis aussi de s'adapter et de pouvoir juste s'occuper de tout le monde d'un point de vue de maquilleuse, et puis même d'être touchée par d'autres combats, parce que l'art, c'est pas... C'est ce que je dis souvent, l'art, c'est poétique, mais c'est aussi politique, et c'est moche, mais aussi c'est aussi beau. Voilà. Donc, c'est vrai. Donc, voilà, il faut... de mon point de vue, je pense que l'art et la politique, ou les messages, le militantisme, ce n'est pas incompatible, selon moi. Je pense que c'est bien d'associer les deux et d'en faire quelque chose. Je pense que même l'art est un des vecteurs politiques les plus importants. Dans le sens où la politique en soi, ça peut très vite être galvaudé par des beaux discours, des choses comme ça. Alors que l'art en soi, ça part toujours d'un sentiment personnel. Et là où c'est fou, c'est qu'il y a une œuvre d'art qui peut réussir à conquérir le cœur de millions de personnes, quoi, qui peuvent se retrouver là-dedans. Donc c'est très important, effectivement, de donner une dimension militante et à ce qu'on peut créer. Faire des choses qui ont du sens.
Et pas juste faire des choses pour faire des choses, quoi. Ok. Oui, parce qu'il y a des gens, ça leur parle pas forcément de regarder des débats de politique ou d'écouter des podcasts. Donc l'art, comme c'est visuel, ça peut impacter aussi d'une façon différente. Et du coup, c'est peut-être aussi un bon moyen de parler de certaines choses, justement, en utilisant le visuel. Donc c'est ce que fait Impossible But Black, justement. Beaucoup travaillent avec le visuel et avec des textes en dessous, beaucoup de messages. Enfin, je pense que c'est très intéressant de faire ça. C'est comme ce projet avec la vulve, là. Ça a l'air de rien, mais il y a plein de symboliques, plein de choses réfléchies derrière. Donc, c'est bien aussi d'utiliser sa plateforme en tant qu'artiste pour tout à fait. Visuellement... transmettre des messages et exactement. tout. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ta responsabilité. Quand tu as une audience, il faut parler des choses, des problèmes qu'on peut rencontrer dans la société, ou au moins d'ouvrir le dialogue. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de dire ouais, ça c'est un problème, machin, etc. Juste, venez, on en parle en fait. Il y a peut-être des problèmes, peut-être que tu les vois pas, peut-être qu'on a une vision différente, on n'est sûrement pas d'accord, mais viens, au moins on en parle. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Voilà. Sinon ça va être un peu long, je pense. Voilà, on va juste finir avec une dernière question qui est la classique. Oui. El famoso. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? En vrai, je pense pas qu'il y aurait de choses que je ferais pas si j'avais pas peur, parce qu'en vrai, je suis même pas sûre d'avoir peur. Enfin, j'ai plus peur aujourd'hui en tout cas. Je pense juste que je dois prendre le temps de faire certains trucs, pas me lancer précipitamment dans tout. Mais en tout cas, j'ai plus peur de démarcher des gens ou des entreprises ou d'essayer de faire des choses qui vont forcément questionner ou on va forcément se moquer. Comme cette histoire de vulve, justement, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi. C'est vrai ? Ouais, il y a eu beaucoup de moqueries et beaucoup de, Pourquoi ? de gens, parce que c'est un vagin. C'était sur les réseaux, je pense. Oui. Ouais, bon, voilà, ça c'est le poison des réseaux. Oui, voilà. Parce qu'en plus, la plupart du temps, les gens qui voient une œuvre comme ça dans la vraie vie, ils n'ont pas cette mentalité bizarre qu'il y a sur les réseaux. J'ai l'impression que Twitter, en particulier, rend les gens stupides, tu vois. C'est en fait, le fait d'être anonyme et d'être à fond dans l'instantané, comme s'il n'y avait aucune conséquence, en fait, on n'est plus dans la réflexion. On est dans le moindre stimulus, il faut réagir, tu vois. Et c'est dommage, en fait. Oui, c'est ça. Bref. Non, et je pense qu'il faut juste... maintenant, j'ose, j'ai plus peur de faire des choses, de parler de certaines choses. Et puis, je pense juste que il faut que je prenne le temps de faire les choses dans l'ordre, mais je n'ai pas peur, je n'ai plus peur. Voilà. Ou en tout cas, quand tu ressens la peur, ce que j'ai l'impression, c'est que tu la combats, en fait, surtout. C'est ça le truc. J'ai les bonnes personnes autour de moi aussi pour être m'aider. bien entouré, c'est important. Voilà. Voilà un bon mot de la fin. Voilà. Normalement, il y a une toute petite question maintenant que je mets, c'est quel est le mot de la fin ? Mais je crois que là, il est tout trouvé. Le mot de la fin, soyez créatifs, faites ce que vous avez envie de faire, écoutez-vous. Et puis je pense qu'il y a rien de plus logique, de plus sincère, de plus important. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Yasmine. Merci à toi, encore une fois, c'est très gentil de t'être intéressé à ce que je fais. Avec grand plaisir. En plus, je suis, comme je te le disais en off, je suis comme un gamin. Moi, j'apprends un max de trucs aujourd'hui, donc ça me fait plaisir. C'est une journée où j'ai tout gagné. C'était super intéressant et en plus, j'ai appris un max de trucs, donc c'est trop cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? J'ai déjà beaucoup de gens qui me souhaitent beaucoup de bonnes choses, donc Mais qu'est-ce que toi, tu veux ? J'attends pas non plus que les gens me souhaitent quoi que ce soit, parce que je sais que j'ai moi pour moi déjà, mais moi ce que je souhaite surtout c'est partager ce que je fais et pas forcément que les gens fassent la même chose pour moi, mais c'est échanger avec les gens et puis d'ailleurs juste donner. Je reviens maintenant, alors juste dernière toute petite question. Vas-y, je repense à Charlie parce qu'en plus c'est à propos de ça. Oui, juste avant de finir, par rapport au fait de partager, etc. Anne-Charlotte, Charlie m'avait demandé quelque chose de te poser comme question. Comment est-ce que tu supportes les artistes qui t'intéressent et comment est-ce qu'on peut supporter les artistes qui nous intéressent ? Alors, il y a plein de façons très simples de le faire sans forcément dépenser de l'argent. Bon, moi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à prendre l'initiative. J'ai commencé le mois dernier. Là, une fois par mois, en fait, je commande un petit quelque chose d'un artiste, un entrepreneur autour de moi. J'essaye d'acheter des prints de gens qui font du dessin autour de moi. Même si j'ai peut-être pas les moyens d'acheter une œuvre très chère, je vais au moins essayer de leur acheter un petit truc. Et puis là, j'essaie de faire ça une fois par mois. Donc là, j'ai déjà choisi l'artiste à qui je vais acheter quelque chose ce mois-ci. C'est moi, j'espère.
Bah, je sais pas encore tout ce que tu proposes, mais avec plaisir pour le mois d'après, pourquoi Je pas. vends des voitures à 1 milliard d'euros. Ah d'accord, j'ai pas le permis. Ah bah après, tu peux quand même acheter la voiture. Quand j'aurai le permis, ok. Non, mais c'est un très bon... continue, c'est une très bonne idée. Oui, bah du coup, il y a cette petite chose que voilà, je fais, c'est pas grand-chose, mais voilà, tu peux dépenser 20 € par mois pour quelqu'un si tu as les moyens, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et si t'as pas les moyens, bah tu peux partager le travail des gens dans la story, enregistrer leurs posts sur Instagram, parce qu'apparemment, l'algorithme a changé. Donc, il faut faire les choses différemment. Je crois qu'il faut enregistrer et surtout partager. Il me semble que les likes et les commentaires, c'est plus aussi important. Pour connaître des gens aux alentours, dans les sphères d'Instagram France, en vrai, il y a énormément de bullshit là-dessus. Ouais. Même tout ce qui est, tu sais, faut que le post il soit sourcé en 1 heure, tu vois, que les gens commentent à fond. Tout ce qui est shadowban, d'ailleurs, Instagram l'a totalement démenti, etc. En fait, ce qui compte, c'est vraiment... Alors, le problème aussi d'Instagram, c'est que les métriques sont manipulées. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que Instagram mettait obligatoirement en avant les photos sur lesquelles l'algorithme, qui existe quand même, l'algorithme arrivait à deviner de la nudité. D'accord. Donc, c'est-à-dire que s'il y a de la nudité sur une photo, la photo sera mise beaucoup plus en avant. Ça a été prouvé. D'accord. Donc, ouais, il y a des métriques, mais dont on n'est pas au courant. Oui, bah, je savais pas du tout. C'est ça. Je suis même étonnée. À mon avis, comme ça a fait un petit scandale il y a quelques mois, à mon avis, ça a été réglé. Mais je pense que le plus important dans tout ça, c'est, comme tu l'as dit, de partager, en fait, d'aller commenter, de supporter. Le bouche à oreille. Voilà, et puis, c'est ça. Même, moi, il y a un truc qui me fait super plaisir, c'est de temps en temps, je reçois 1 ou 2 messages comme ça de quelqu'un qui me dit juste j'adore ce que tu fais, continue. C'est des trucs hyper simples, hein, mais ça fait super plaisir, même si la personne elle va rien t'acheter ou quoi. Juste si elle te fait juste un retour comme ça, c'est super, ça fait super plaisir en fait. Ouais. Ça nous encourage parce que tout à fait. Voilà, c'est vrai que moi sur Instagram, j'ai un certain nombre d'abonnés, mais j'ai pas beaucoup de réactions sur mes posts. J'ai quasiment jamais de commentaires d'ailleurs. Mais bon, après, moi, ça me dérange pas trop. Je suis pas trop dans le modèle influenceuse et tout. Mais ça me fait plaisir, voilà, de recevoir un message ou qu'on partage mon travail, qu'on en parle. Donc, je pense que c'est la bonne chose à faire pour tout le monde. Juste les retours, dire si vous aimez le travail de quelqu'un, lui dire. Voilà. Et je crois même que plus que le travail de quelqu'un, si on aime quelqu'un, autant lui dire, en fait. Aussi. Que ça soit des amis, la famille, etc. Ce serait bien que on arrive à s'ouvrir. Alors, c'est toujours compliqué parce que plus on se montre vulnérable, plus forcément on est entre guillemets, la proie, même si j'aime pas ce mot, parce que voilà. Mais après tout, on vit qu'une fois. Autant vivre les choses bien avec les gens qu'on aime que tout simplement rester dans notre coquille et dire je veux rien faire parce que j'ai peur de tout et machin, etc. Tu vas être blessé, tu vas rater des trucs, mais autant faire les choses. Et advienne ce qu'adviendra. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Waouh, yes. C'est vraiment extrêmement long, mais je suis très content. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. Hein, c'est très cool. C'est très gentil. À bientôt, Yasmine. Merci beaucoup. Salut. C'est vendant d'être indépendant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast sur les plateformes de podcast, de laisser un j'aime et de commenter les deux, ça me fait super plaisir et ça m'aide pour le référencement. Merci à toi.